Japon, août 1945. L'air du matin était immobile, puis, en une fraction de seconde, un éclair aveuglant déchira le ciel. Une colonne de feu s'éleva, bouillonnant pour prendre une forme que le monde n'avait jamais vue auparavant, un champignon s'élevant à des kilomètres dans l'atmosphère. Et puis vint le silence, ce genre de silence qui ne tombe qu'après qu'il s'est produit, en un instant, quelque chose d'irréversible. La ville d'Hiroshima, qui abritait 340 000 habitants, fut pratiquement effacée de la surface de la Terre. L'explosion de la bombe atomique ne ressemblait à aucune arme conventionnelle. C'était quelque chose de plus odieux, quelque chose de véritablement effrayant. Des bâtiments furent rasés sur des kilomètres, des ombres furent brûlées dans la pierre, et à l'issue d'une course qui avait mobilisé les plus grands esprits scientifiques d'une génération, les États-Unis d'Amérique propulsèrent le monde dans l'ère nucléaire, ce qui trouble encore les historiens. 80 ans plus tard, que se serait-il passé si l'autre camp y était parvenu en premier? L'une des plus grandes craintes des Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale était que l'Allemagne nazie développe sa propre arme nucléaire. Et cette crainte n'était pas abstraite. Les nazis auraient absolument utilisé cette nouvelle arme pour remporter cette guerre. Il est difficile même d'y penser. Et pourtant, c'est ce même cauchemar, la perspective d'une bombe nazie, qui devint la motivation américaine pour construire la leur. Il était extrêmement important pour les Alliés de faire tout ce qu'ils pouvaient pour tenter d'empêcher les nazis de progresser. Et au cœur des ambitions nucléaires de l'Allemagne se trouvait un homme, Werner Heisenberg. C'était un génie, un scientifique allemand au sommet de son art dans l'Allemagne nazie. Il était le physicien le plus important dont disposait le Reich. Et pourtant, la tentative allemande de devenir une puissance nucléaire échoua, laissant derrière elle l'un des mystères les plus durables de la Seconde Guerre mondiale. Heisenberg est un personnage vraiment assez mystérieux, difficile à cerner. Était-il un sympathisant de l'État nazi? Difficile à dire. Japon, août 1945. L'air du matin était immobile, puis, en une fraction de seconde, un éclair aveuglant déchira le ciel. Une colonne de feu s'éleva, bouillonnant pour prendre une forme que le monde n'avait jamais vue auparavant, un champignon s'élevant à des kilomètres dans l'atmosphère. Et puis vint le silence, ce genre de silence qui ne tombe qu'après qu'il s'est produit, en un instant, quelque chose d'irréversible. La ville d'Hiroshima, qui abritait 340 000 habitants, fut pratiquement effacée de la surface de la Terre. L'explosion de la bombe atomique ne ressemblait à aucune arme conventionnelle. C'était quelque chose de plus odieux, quelque chose de véritablement effrayant. Des bâtiments furent rasés sur des kilomètres, des ombres furent brûlées dans la pierre. Et, à l'issue d'une course qui avait mobilisé les plus grands esprits scientifiques d'une génération, les États-Unis d'Amérique propulsèrent le monde dans l'ère nucléaire, ce qui trouble encore les historiens. 80 ans plus tard, que se serait-il passé si l'autre camp y était parvenu en premier? L'une des plus grandes craintes des Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale était que l'Allemagne nazie développe sa propre arme nucléaire. Et cette crainte n'était pas abstraite. Les nazis auraient absolument utilisé cette nouvelle arme pour remporter cette guerre. Il est difficile même d'y penser. Et pourtant, c'est ce même cauchemar, la perspective d'une bombe nazie, qui devint la motivation américaine pour construire la leur. Il était extrêmement important pour les Alliés de faire tout ce qu'ils pouvaient pour tenter d'empêcher les nazis de progresser. Et au cœur des ambitions nucléaires de l'Allemagne se trouvait un homme, Werner Heisenberg. C'était un génie, un scientifique allemand au sommet de son art dans l'Allemagne nazie. Il était le physicien le plus important dont disposait le Reich. Et pourtant, la tentative allemande de devenir une puissance nucléaire échoua, laissant derrière elle l'un des mystères les plus durables de la Seconde Guerre mondiale. Heisenberg est un personnage vraiment assez mystérieux, difficile à cerner. Était-il un sympathisant de l'État nazi? Difficile à dire. Mais en dehors du monde de la physique, l'Allemagne était troublée. Un nouveau parti radical arrivait au pouvoir, le Parti national-socialiste des travailleurs allemands, dirigé par Adolf Hitler. Les personnes de la génération de Heisenberg, celles nées au tout début du XXe siècle, étaient mûres pour l'endoctrinement nazi. Mais Heisenberg lui-même n'y fut pas sensible. Il était, s'il faut dire, un scientifique pur, totalement absorbé par son travail. Heisenberg était apolitique. Il ne s'intéressait pas à la politique. Il ne prêta guère attention aux nazis jusqu'à leur arrivée au pouvoir et au début de leurs actions extrêmes. Presque immédiatement, Hitler commença à instaurer des lois visant les Juifs, et Heisenberg vit les ravages que cela causa dans la communauté des physiciens. Au total, 20 à 25% du personnel universitaire fut renvoyé, la plupart durant cette première période de 1933. Ce fut dévastateur. Considérez une photographie prise lors d'une fête à l'Institut Kaiser Wilhelm à Berlin. Elle capture un moment de bonheur pour tous les présents. Les physiciens les plus célèbres du monde sont réunis. Mais d'un point de vue historique, ce bonheur est assombri. Car en raison de la loi de 1933, la plupart des personnes sur cette photographie durent quitter l'Allemagne. Elles étaient juives. En effet,
toutes sauf 4. 4 personnes sur l'image étaient juives. L'élan extraordinaire de la physique atomique fut interrompu presque du jour au lendemain par l'émigration de ces esprits brillants vers d'autres régions du monde. À mesure que les professeurs juifs quittaient l'Allemagne les uns après les autres, Heisenberg les suppliait de rester, affirmant que la situation s'améliorerait. Nous savons aujourd'hui que c'était une réaction très naïve, mais cela montre que Heisenberg en fut profondément affecté, personnellement touché, et qu'il ne croyait vraiment pas que les Juifs devraient quitter l'Allemagne pour toujours. Il pensait qu'il ne s'agissait que d'une vague de désagréments qui finirait par s'apaiser. Elle ne s'apaisa pas, et à mesure que la situation empirait, la communauté scientifique allemande commença à se disperser à travers le monde. Ceux qui étaient autrefois amis se retrouvèrent bientôt à travailler pour des États ennemis. Les bénéficiaires furent des pays comme la France, l'Angleterre et les États-Unis. Cet exode décima la physique allemande. Heisenberg le voyait se produire, et il était impuissant à l'arrêter. L'ironie était saisissante. L'Allemagne, qui avait été le cœur battant de la physique mondiale, le lieu où la mécanique quantique était née, où la relativité était débattue dans les amphithéâtres, où des lauréats du prix Nobel arpentaient les couloirs de chaque grande université, se vidait de sa substance. L'idéologie même qui prétendait rendre l'Allemagne plus forte détruisait systématiquement l'une de ses plus grandes forces. Et il ne fallut pas longtemps pour que Heisenberg lui-même deviennent une cible de l'oppression idéologique nazie. Un article paru dans Das Schwarze Korps, le journal officiel de la SS, intitulé « Les Juifs blancs dans les sciences ». Il était écrit par un physicien plus âgé nommé Johann Stark, une attaque violente motivée par la jalousie de la carrière de Heisenberg. L'article était une diatribe contre Werner Heisenberg, et il fut dévastateur pour lui. Il affirmait qu'être juif n'était pas seulement une question de religion ou de dissidence, mais s'appliquait aussi aux individus qui propageaient ce qu'ils appelaient des théories juives, telles que la relativité d'Albert Einstein, ou qui fréquentaient des citoyens juifs. Selon cette logique pervertie, Heisenberg était coupable. C'était un chef-d'œuvre d'assassinat de caractère dans le régime nazi. Stark alla plus loin, qualifiant Heisenberg non seulement de juif blanc, mais aussi d'Ossietzky, de la physique. Or, Carl von Ossietzky était un journaliste que tout le monde savait emprisonner dans un camp de concentration. Être appelé l'Ossietzky de la physique revenait essentiellement à dire que Heisenberg avait sa place dans un camp de concentration dans le régime fanatique d'Hitler. De telles accusations pouvaient avoir de graves conséquences. Heisenberg ne pouvait pas dormir. Il faisait des rêves dans lesquels des officiers SS venaient à sa porte. Comment Heisenberg a-t-il réagi? Il est passé à l'offensive. Et là, le hasard est entré dans l'histoire. Heisenberg a vraiment eu de la chance. Sa mère connaissait la mère de Heinrich Himmler, et ce lien a probablement sauvé la vie de Heisenberg. En 1938, Himmler était l'une des 3 ou 4 figures centrales de l'Allemagne nazie, sans doute l'un des hommes les plus puissants du Reich, et Heisenberg eut l'occasion de faire appel directement au chef de la SS. Heisenberg donna la lettre à sa mère. Sa mère l'a remis à la mère de Himmler, et la lettre n'était pas timide. Elle n'était pas humble, c'était une exigence. « Je refuse que l'on me traite ainsi », Himmler ordonna une enquête. Heisenberg se rendit à plusieurs reprises au siège de la Gestapo à Berlin pour de longs interrogatoires. C'était extrêmement stressant et éprouvant. Son prestige lui offrait la possibilité de fuir à l'étranger. Pourtant, malgré les attaques dont il était la cible, il choisit de rester. Alors pourquoi diable n'a-t-il pas saisi l'occasion de partir? Heisenberg compromettait constamment sa propre position dans le Reich afin de rester en Allemagne. Il aimait l'Allemagne. Il ne voulait pas partir. Finalement, après une enquête d'1 an, Himmler disculpa Heisenberg des accusations. Le chef de la SS avait perçu le potentiel de Heisenberg. Avec la guerre à l'horizon, l'Allemagne ne pouvait pas se permettre de perdre son meilleur physicien. Himmler utilisa une formule qui se traduit littéralement par « Nous ne pouvons pas nous permettre de tuer cet homme. Il veut travailler avec nous. Nous avons besoin de lui. » Septembre 1939. L'Allemagne a envahi la Pologne. La guerre en Europe a commencé. L'ambition de Hitler était claire. Il voulait dominer le continent. Pour cela, il lui fallait des armes puissantes. Les responsables de l'armée créèrent immédiatement l'Uranverein, le club de l'uranium. Ce fut le début du programme nucléaire allemand. Mais pour comprendre pourquoi la course à la bombe atomique devint si urgente, il faut revenir à ce qui s'était produit 1 an plus tôt, une découverte qui envoya des ondes de choc dans la communauté scientifique internationale. En 1938, dans un laboratoire à Berlin, les chimistes allemands Otto Hahn et Fritz Strassmann réalisèrent ce que des physiciens avaient théorisé sans jamais l'observer. Ils réussirent pour la première fois la fission nucléaire. Un noyau d'uranium, 235, absorbe un neutron. Il se déforme comme une goutte liquide, oscillant sous la pression. Finalement, il se scinde en 2 fragments, libérant des neutrons supplémentaires
et une énorme quantité d'énergie. Et voici ce qui rend la fission si extraordinaire et si terrifiante. Ces neutrons libérés peuvent frapper d'autres noyaux d'uranium, les faisant se scinder à leur tour. Une fission devient 2. 2 deviennent 4. 4 deviennent 16, 256. C'est une réaction en chaîne qui se multiplie à une vitesse vertigineuse. Si vous ralentissez ce processus, vous pouvez produire de la chaleur et de l'électricité, base de l'énergie nucléaire. Mais si vous ne le ralentissez pas, si vous réunissez une masse critique suffisante en un seul endroit, vous obtenez le cœur d'une bombe atomique, une explosion sans précédent dans l'histoire humaine. Ce fut une découverte révolutionnaire, car lorsqu'elle fut connue, de nombreux physiciens comprirent immédiatement que cette immense source d'énergie pouvait être utilisée comme arme et que la destruction serait absolument colossale. La nouvelle de la découverte se répandit comme une traînée de poudre en Allemagne. Des scientifiques isolés écrivirent aux autorités gouvernementales pour les avertir du potentiel d'un nouveau type d'arme. La même chose se produisait en Amérique. Albert Einstein, qui avait fui l'Allemagne nazie, écrivit au président Roosevelt pour l'avertir du potentiel d'une bombe nucléaire. À l'été 1939, en Allemagne, tous les rapports de recherche furent classifiés. Les responsables de l'armée ont commencé à recruter les meilleurs scientifiques du pays pour travailler sur les applications militaires de la fission nucléaire. Des physiciens se sont réunis afin de déterminer si la fission pouvait permettre de fabriquer une bombe nucléaire, et Heisenberg a rapidement été recruté pour jouer un rôle de premier plan. Essentiellement, il est passé du statut de paria à celui d'homme le plus important de la science allemande. La transformation était remarquable. Quelques mois plus tôt, le journal des SS avait appelé à son envoi dans un camp de concentration. Désormais, l'armée le courtisait. Le gouvernement finançait ses travaux et son expertise était jugée essentielle à l'effort de guerre nationale. L'invitation faite à Heisenberg de travailler sur le projet nucléaire lui offrait un moyen d'assurer la pertinence de la physique nucléaire pour le Reich. Cela lui apportait protection, un but et des ressources à un moment où celle-ci devenait de plus en plus rare pour la recherche fondamentale. Et, autant que l'on puisse en juger, il y avait très peu d'introspection quant au fait qu'il créait des armes pour un régime commettant des atrocités à travers l'Europe. Heisenberg, le physicien apolitique, était devenu un instrument de la machine de guerre nazie. Sa première contribution majeure fut de déterminer les possibilités théoriques de contrôler des réactions en chaîne dans ce qu'il appelait une machine à uranium, ce que nous appelons aujourd'hui un réacteur nucléaire. Mais pour construire un réacteur opérationnel, son équipe avait besoin d'une substance essentielle au processus. Ils avaient besoin d'eau lourde, et il n'existait qu'un seul endroit où elle pouvait être obtenue dans les quantités nécessaires. Le principal fournisseur d'eau lourde au monde était un complexe de centrales électriques en Norvège appelé Norsk Hydro, situé dans un endroit appelé Vemork. Les Allemands ne s'intéressaient pas à la centrale électrique elle-même. Ils s'intéressaient aux cellules de concentration par électrolyse, utilisées dans les étapes finales de la production d'eau lourde, découverte seulement quelques années plus tôt. L'eau lourde se trouve dans l'eau ordinaire, mais seulement en quantité microscopique, environ 1 part sur 40 millions. Le processus pour l'extraire était extraordinairement difficile et énergivore. À Vemork, ils utilisaient la force brute et d'énormes quantités d'électricité, faisant essentiellement bouillir l'eau à répétition pour séparer l'eau lourde de l'eau normale. Il fallait d'immenses quantités d'eau ordinaire pour produire ne serait-ce qu'une petite quantité d'eau lourde. L'eau lourde a l'aspect, le goût et l'odeur de l'eau ordinaire, mais elle est 10% plus lourde parce qu'elle contient de l'hydrogène lourd, aussi appelé deutérium, au lieu de l'hydrogène commun. Si vous arrosez une plante avec de l'eau lourde plutôt qu'avec de l'eau normale, elle poussera plus lentement et, dans le domaine de la physique nucléaire, l'eau lourde avait une fonction essentielle. Elle pouvait ralentir les neutrons produits par la fission et ainsi contrôler la réaction en chaîne. Elle devint cruciale pour le programme de recherche nucléaire de l'Allemagne après l'invasion de la Norvège en 1940. Les nazis avaient le contrôle total de la principale source mondiale d'eau lourde, et le fait que les Allemands s'intéressaient à cette substance, qui n'avait pas d'autre application militaire évidente, effraya grandement les responsables et les scientifiques alliés. C'était en substance dire « nous travaillons sur une bombe atomique ». Les implications étaient terrifiantes. Si les Allemands pouvaient construire un réacteur opérationnel, ils pourraient produire du plutonium, et avec du plutonium, ils pourraient fabriquer une arme qui ferait passer tous les autres armements de l'histoire pour des pétards. Avec le temps, les Alliés devraient réagir. Vemork devint un centre d'intrigue. Les Alliés ne savaient peu, être pas exactement ce qui se passait à l'intérieur de cette usine, mais, quoi que ce fût, ils savaient qu'ils devaient la détruire. En septembre 1941, la majeure partie de l'Europe était sous contrôle nazi, et alors que la guerre faisait rage à travers le continent, Werner Heisenberg se rendit au Danemark occupé. Ce qui se passa ensuite serait débattu pendant les 80 années suivantes. L'un des événements les plus examinés de la vie de guerre de Heisenberg fut la rencontre à Copenhague avec Niels Bohr.
Bohr avait remporté le prix Nobel de physique. Il avait été le mentor de Heisenberg. Ils étaient devenus très proches. Et les voilà maintenant, les deux physiciens les plus influents du monde. Un Allemand travaillant pour les nazis et un Danois d'origine juive. Quelque chose fut dit lors de cette rencontre qui eut potentiellement des répercussions sur l'issue même de la guerre. Ce qu'ils discutèrent exactement a toujours fait l'objet de spéculations. Leur récit d'après-guerre différant fortement, laissant place au doute. Quant au véritable motif de Heisenberg, selon son propre récit, ils firent une promenade dans le parc, à l'écart des oreilles indiscrètes, et il tenta de dire à Bohr, de manière cryptique, que l'Allemagne travaillait sur une arme nucléaire. C'était un risque énorme. C'était de la haute trahison. Si cela avait été découvert, Heisenberg aurait pu être exécuté. Des années plus tard, Heisenberg affirma qu'il essayait d'obtenir l'aide de Bohr dans ses propres efforts pour empêcher la création d'armes nucléaires par quiconque. Mais ce n'est pas ce dont Niels Bohr se souvenait, pas du tout. Bohr affirma que la rencontre avait eu lieu dans son bureau et que l'intention qui la motivait était radicalement différente. La réponse de Bohr fut sans équivoque. « Je ne me souviens de rien de tout cela. Ce dont je me souviens, c'est que vous êtes venu dire que l'Allemagne allait gagner la guerre et que nous devions coopérer avec les autorités allemandes à Copenhague. La vérité sur ce qui a été dit dans cette pièce ou dans ce parc ne sera peut être jamais connue, mais quoi qu'il se soit passé, cette rencontre a probablement contribué à accélérer le propre programme d'armes nucléaires des États-Unis, le projet Manhattan. C'est l'un des « et si » les plus fascinants de toute la guerre. Si Heisenberg avait réellement tenté d'ouvrir un canal discret pour la paix, de négocier une sorte d'accord entre physiciens pour abandonner la poursuite des armes nucléaires, alors la rencontre fut un échec catastrophique, car le message que Bohr emporta de Copenhague n'était pas un message de retenue, mais d'alarme. Voici pourquoi. Le voyage de Heisenberg à Copenhague devait inclure des discussions, une conférence à laquelle les scientifiques de l'Institut de Bohr étaient invités. Cela aurait été une collaboration ouverte et publique avec les Allemands. Bohr et ses collègues refusèrent d'y assister. Heisenberg pressa ses collègues danois de coopérer avec les Allemands. Cela troubla profondément Bohr. Le Danemark était sous occupation, mais Heisenberg ne pouvait pas, ou ne voulait pas, reconnaître la situation dans laquelle cela plaçait Bohr. Quels que soient ses sentiments personnels, Heisenberg apparaissait comme le visage scientifique du régime nazi et cela attira l'attention des Alliés. Les conférences à l'étranger que donnait Heisenberg étaient profondément ambiguës, car hors d'Allemagne, tout le monde le percevait comme un représentant du nazisme. C'était inévitable. Il a peu être fait une distinction dans son propre esprit, se disant qu'il représentait l'Allemagne, et non le nazisme. Mais ses collègues dans les pays occupés ne pouvaient pas voir cette distinction. Heisenberg disait invariablement des choses qui les troublaient. Il répétait invariablement la ligne de propagande du gouvernement allemand. Il défendait l'effort de guerre allemand et il disait que l'Allemagne devait gagner la guerre. Et pourtant, il y avait une limite qu'il ne franchissait pas. Il ne se livrait jamais à l'antisémitisme. Et c'est frappant, car il était si facile d'utiliser opportunément ce langage à son avantage dans le Troisième Reich. Mais au final, Heisenberg s'entendait bien avec les principaux nazis parce qu'il était prêt à travailler avec eux sur des sujets qu'il jugeait importants. Sa relation complexe avec l'État était difficile à comprendre pour ses collègues étrangers. Mais dans le contexte de la guerre, Niels Bohr était convaincu que Heisenberg était engagé dans l'effort nazi, ce qui était une situation inquiétante pour les Alliés. En 1943, Bohr s'enfuit du Danemark et se retrouva aux États-Unis où il annonça à ses collègues américains quelque chose d'alarmant. Les Allemands travaillent sur une bombe atomique. Heisenberg y travaille. Et Bohr leur transmit le message qu'il pensait avoir reçu de Heisenberg, selon lequel l'Allemagne gagnerait la guerre grâce aux armes nucléaires. La crainte d'une bombe atomique allemande atteignait alors son paroxysme. En 1943, les États-Unis croyaient que l'Allemagne faisait de réels progrès en sciences atomiques et construisait peu être sa propre bombe. Déterminé à devancer les Allemands, le gouvernement américain créa le projet Manhattan, top secret. La course avait véritablement commencé. C'était un effort international colossal. Les trois principaux centres aux États-Unis étaient Oak Ridge, dans le Tennessee, Los Alamos, au Nouveau-Mexique, et Hanford, dans l'État de Washington. Ils recrutèrent des scientifiques de toute l'Europe ainsi que des États-Unis. Ils disposaient en pratique d'un chèque en blanc du Congrès. Ils avaient besoin d'argent. Le Congrès n'était même pas autorisé à demander à quoi il servirait. Il devait simplement le remettre. Plus de 120 000 à 130 000 personnes ont travaillé sur ce seul projet. On avait une conscience aiguë que les premiers à créer ce nouveau type d'armes disposeraient d'un avantage absolu dans la guerre. Les enjeux ne pouvaient pas être plus élevés. Si l'Allemagne faisait exploser un engin nucléaire au-dessus de Londres, de Moscou ou de Washington, la guerre serait terminée en un après-midi. Il était donc extrêmement important pour les Alliés de faire tout leur possible pour tenter d'empêcher les nazis de progresser, tout en se lançant dans une course pour construire leur propre bombe. Les scientifiques, travaillant à Los Alamos, dont beaucoup étaient des réfugiés de l'Europe même qu'ils essayaient de sauver, se poussaient avec une seule pensée terrifiante. Et si les Allemands y arrivaient en premier ?
Cette peur fut le moteur du projet Manhattan. Elle justifiait le secret, les dépenses et, en fin de compte, la décision d'utiliser l'arme. Tout découlait de la question allemande. Les Alliés ont ciblé des sites clés et Vemork, l'usine norvégienne d'eau lourde, était cruciale pour le programme atomique allemand, mais 2 années de bombardements aériens n'avaient pas eu d'impact significatif sur la production d'eau lourde. À l'hiver 1943, les dirigeants alliés décidèrent d'une nouvelle approche. Ils comprirent que tenter simplement de bombarder l'extérieur de l'usine ne servirait à rien, car une grande partie de l'eau lourde était en réalité traitée sous terre. La seule solution était de détruire l'usine de l'intérieur, mais les nazis étaient très conscients que Vemork était un lieu d'intérêt pour les Alliés, ce qui influença directement la difficulté de la mission finale de sabotage. En février 1943, l'opération Gunnerside fut lancée. 9 saboteurs norvégiens ont été parachutés dans les montagnes. Leur mission était d'infiltrer le complexe industriel le plus fortement gardé de la Norvège occupée. C'étaient des hommes qui connaissaient le terrain. Beaucoup avaient grandi en montagne, skiant depuis l'enfance. Ils avaient été entraînés par le Special Operations Executive britannique et savaient que l'échec n'était pas une option. Si l'Allemagne construisait une bombe atomique, tout, absolument tout, pouvait être perdu. Ils réussirent à pénétrer dans le bâtiment sans être vus par les gardes en patrouille. Ils rampèrent au-dessus des conduites et se laissèrent tomber sur le sol de la pièce située en dessous, où étaient installées les cuves d'eau lourde. Imaginez la tension à cet instant. 9 hommes au cœur du territoire ennemi, dans les entrailles d'une usine, entourés de gardes armés, avec le sort du secret le plus dangereux de la guerre en jeu. Cette pièce était la cible de l'opération Gunnerside. Sur un mur se trouvaient les cuves d'eau lourde, au nombre de 18. La mission consistait à placer des charges sur chacune d'elles. Travaillant contre la montre, les saboteurs installèrent des détonateurs sur les 18 cuves d'eau lourde. Au moment où les gardes nazis se précipitèrent sur le site de l'explosion, les saboteurs avaient disparu et les cuves avaient été détruites. Dans quelle mesure cela a-t-il réellement stoppé le programme atomique nazi? Cela a certainement ralenti les progrès à ce moment-là. Ce fut un véritable revers pour Heisenberg et son équipe de scientifiques à Berlin. Mais les Alliés ne ciblaient pas seulement les installations de production, ils visaient aussi des individus clés. Les États-Unis étaient déterminés à arrêter les scientifiques allemands, à les trouver, les capturer ou les tuer si nécessaire. Leur principal objectif était Heisenberg. Selon certains récits, les Américains reçurent des renseignements indiquant que Heisenberg donnait une conférence à Zurich, en Suisse neutre, et ils envoyèrent donc un espion, quelqu'un qui parlait allemand. Il s'appelait Moberg, et son histoire à elle seule pourrait faire l'objet d'un documentaire. Berg était un ancien joueur professionnel de baseball, un receveur qui avait évolué dans les ligues majeures, mais il était aussi diplômé de Princeton, un homme parlant couramment une douzaine de langues et quelqu'un ayant un intérêt intense, presque obsessionnel, pour la physique. Lorsque l'Office of Strategic Services eut besoin de quelqu'un pour s'approcher du physicien le plus important au monde, Moberg était leur homme. Le 18 décembre 1944, Berg entra dans la salle de conférence à Zurich et dans sa poche, il avait un pistolet. Il avait des ordres très précis. S'il y avait la moindre indication pendant la conférence que les nazis étaient proches de construire une arme nucléaire, il devait abattre Heisenberg sur le champ. Mais Heisenberg ne dit rien à propos d'une bombe. Il ne dit rien sur la construction d'une arme. Alors Berg s'abstint de tirer, puis il fit quelque chose de remarquable. Il réussit à se faire inviter à un dîner après coup, où il s'assit, écouta et posa des questions, jouant son rôle avec tant de conviction que Heisenberg pensa en réalité que Berg était un espion des SS, chargé de vérifier qu'il ne révélait aucun secret d'État. Heisenberg n'avait absolument pas conscience qu'il venait d'échapper de justesse à la mort. Et pour l'instant, les Alliés restaient dans l'ignorance quant à l'avancement réel du programme nucléaire allemand en Allemagne pendant les années de guerre. Heisenberg et son équipe de scientifiques avaient progressé dans leurs recherches secrètes. Ils participaient certainement à l'avancement de l'utilisation de la fission nucléaire pour créer ce qu'il appelait la machine à uranium. Mais lorsqu'on examine de près ce que Heisenberg faisait réellement durant la période de 1939 à 1945, un tableau curieux se dessine. Il ne consacrait pas toute son énergie au projet nucléaire. Il continuait à maintenir ses activités à l'université et dès 1940, il recommença à recevoir de nombreuses invitations à voyager à l'étranger et à donner des conférences de vulgarisation scientifique. Heisenberg jouissait d'une renommée internationale et le régime nazi l'envoyait à travers ses territoires pour promouvoir la culture allemande à l'étranger. C'est au cours de l'un de ces voyages que la rencontre controversée avec Bohr à Copenhague eut lieu. Et c'est lors de ces déplacements que la position ambivalente de Heisenberg devint le plus douloureusement évidente. Il apparaissait comme le visage de la science allemande sous la croix gammée, qu'il le veuille ou non. Mais au début de 1945, la fin approchait pour l'Allemagne nazie sur le front occidental.
Malgré des combats éprouvants et des conditions hivernales rigoureuses, les Alliés progressaient toujours plus loin en territoire allemand depuis l'Est. Les Soviétiques se rapprochaient d'Hitler et de son armée, et, à mesure que les Alliés gagnaient du terrain, les priorités évoluaient. On comprenait de plus en plus que des tensions, voire un conflit, entre les États-Unis et l'Union soviétique étaient inévitables après la guerre, et cette prise de conscience renforça la nécessité de contrôler la technologie allemande. Soudain, une course s'engagea pour voir qui pourrait acquérir le plus de territoire et qui pourrait s'assurer le plus grand nombre de scientifiques pour son propre camp. Dans le cadre du projet Manhattan, une mission de renseignement scientifique appelée mission Alsos fut créée. Le nom lui-même était une plaisanterie discrète. Alsos est le mot grec pour bosquet, un clin d'œil au général Leslie Groves, qui dirigeait le projet Manhattan. La mission suivait immédiatement derrière les armées alliées en progression à travers la France, la Belgique et jusque sur le territoire allemand. Leur tâche consistait à rechercher des preuves d'un projet allemand de bombe atomique et, si nécessaire, à le neutraliser. Il s'agissait de scientifiques en uniforme traversant une zone de guerre avec une seule question dominante. Jusqu'où les Allemands étaient-ils allés? Après avoir traversé l'Europe, la mission Alsos poursuivit son avancée en Allemagne, capturant des scientifiques et du matériel nucléaire en chemin, mais il visait un objectif plus important. La mission Alsos considérait Werner Heisenberg comme le prisonnier numéro 1. Il devait absolument être capturé afin de découvrir ce que les Allemands avaient accompli et jusqu'où ils avaient progressé dans leur projet de bombe atomique. Mais Heisenberg n'était pas facile à localiser. Il devait se déplacer d'un endroit à un autre. Les scientifiques en Allemagne n'étaient pas en sécurité dans leur travail. Ils subissaient des bombardements. Ils faisaient face à des invasions. La guerre elle-même se déroulait dans leur environnement. Des rapports de renseignement finirent par le localiser près d'un endroit appelé Agerloch. Agerloch est une petite ville du sud de l'Allemagne. Elle se situe dans une vallée traversée par une rivière et est entourée de falaises, ce qui la rend très sûre et très difficile d'accès. L'équipe Alsos trouva ce qu'elle cherchait, un laboratoire nucléaire secret. Le contraste était presque absurde. Alors que les Américains avaient construit de vastes complexes industriels pour produire leurs bombes, le joyau de la science nucléaire allemande était dissimulé dans une grotte sous un village souabe. Dans cette cave, l'équipe de Heisenberg travaillait sur un réacteur nucléaire. L'installation était modeste. Il disposait d'environ 600 cubes d'uranium, qui étaient descendus dans un récipient cylindrique, et de l'eau lourde servait de modérateur. L'objectif avait été d'obtenir une réaction en chaîne auto-entretenue. Il s'en était approché, mais n'y était pas parvenu. Lorsque la mission Alsos arriva, il semblait que le laboratoire avait déjà été pillé quelques jours auparavant. Les scientifiques allemands ayant frénétiquement démonté le réacteur pour garder leur travail secret face à l'ennemi en progression. Mais les Américains ne pouvaient pas se permettre de repartir les mains vides. Ils fouillèrent minutieusement la zone et rassemblèrent les scientifiques restants qui coopérèrent. Avec l'aide des scientifiques allemands, les Américains trouvèrent l'uranium enterré, l'eau lourde cachée et les rapports scientifiques. Ils cataloguèrent tout et, à mesure que le tableau se précisait, la vérité devint inévitable. Ce qu'ils avaient essentiellement découvert, c'était que le programme nucléaire allemand était une opération incomparablement plus petite que le projet Manhattan américain. Il n'y avait tout simplement pas de comparaison. Le projet Manhattan avait mobilisé plus de 130 000 personnes sur 3 sites gigantesques. Il avait coûté l'équivalent de milliards de dollars. Des villes entières avaient été construites en secret. En revanche, l'effort allemand impliquait une petite équipe d'universitaires, un approvisionnement modeste en uranium et un réacteur qui n'avait jamais atteint une réaction en chaîne auto-entretenue. L'idée qu'il ait pu exister une réelle menace de bombe atomique allemande était en vérité absurde. Les Américains et les Britanniques qui avaient vécu dans la terreur d'une arme nucléaire nazie furent stupéfaits. Ils avaient nourri ces idées, ces craintes, que ce grand scientifique allemand accomplissait des avancées menaçantes, et il était tout simplement décevant de découvrir ce très petit réacteur dans une cave à bière. Des années d'opérations de renseignement, de missions de sabotage, de complots d'assassinat et de bombardements, tous motivés par une menace qui, en fin de compte, ne s'est jamais matérialisée de manière significative. Si la crainte que les nazis accèdent à la bombe atomique a poussé les Alliés à leurs propres efforts, la réalité est que Hitler avait manqué sa chance des années auparavant. Si l'on compare les projets de bombes atomiques allemands et américains, le tournant se situe à l'été et à l'automne 1942. À la fin du printemps de cette année-là, on pouvait soutenir que les deux camps étaient assez comparables. Mais ensuite, les opérations militaires ratées d'Hitler à l'Est ont affaibli l'Allemagne de manière catastrophique. Le changement de la fortune de la guerre a eu un effet profond et immédiat sur le projet sur l'uranium. L'armement de l'armée a posé aux scientifiques la question cruciale.
Quand pouvons-nous espérer disposer de ces armes? Les scientifiques ont répondu honnêtement, les armes nucléaires sont réalisables, mais il est peu probable qu'elles puissent être obtenues pendant la guerre. C'était la réponse que les militaires ne voulaient pas entendre. L'Allemagne combattait sur plusieurs fronts. Les ressources étaient poussées jusqu'au point de rupture. Chaque marque, chaque kilogramme d'acier, chaque litre de carburant devait être justifié. Et un projet qui ne pouvait pas produire de résultats avant la fin de la guerre ne pouvait pas rivaliser pour les ressources face aux chars, aux sous-marins et aux fusées. En conséquence, le financement du projet a été plafonné et malgré les craintes des Alliés, le programme nucléaire allemand n'est jamais allé au-delà d'un effort théorique. L'équipe était réduite, le budget modeste. L'ambition, bien que réelle, n'a jamais été à la hauteur de l'échelle industrielle qu'exigeait un projet de bombe. L'ironie est presque insupportable. De très nombreux dirigeants nazis parlaient d'armes nouvelles fantastiques qui renverseraient le cours de la guerre et assureraient la victoire de l'Allemagne. La bombe volante Wun, la fusée V2, le chasseur à réaction Me-262, le sous-marin de type X-1. Ils se vantaient de toutes. Hitler était obsédé par ce qu'il appelait les Wunderwaffen, les armes miracles. Il a consacré des ressources aux fusées, aux avions à réaction et aux missiles guidés. Et pourtant, la seule arme miracle qui aurait véritablement pu changer l'issue de la guerre était la bombe atomique. Et Hitler n'en parlait pas. Il n'y prêtait vraiment aucune attention. Le Führer, qui se prenait pour un génie militaire et qui contredisait ses propres généraux à chaque tournant, n'a tout simplement pas compris ce que la fission nucléaire pouvait signifier pour sa guerre. Ce fut peut-être la plus grande erreur stratégique parmi ses nombreuses erreurs stratégiques. Si Heisenberg était allé voir Hitler et avait dit « Mein Führer, j'ai le pouvoir de libérer les forces de la nature dans une explosion nucléaire avec cette arme, nous pouvons gagner la guerre. » S'il avait été ce genre d'homme, alors la guerre aurait pu avoir une issue complètement différente. Mais il n'était pas ce genre d'homme. Heureusement, la menace d'une bombe allemande avait disparu. Mais les Alliés devaient encore localiser leur cible principale, et de façon assez dramatique, dans les derniers jours de la guerre, alors que le Troisième Reich s'effondrait autour de lui, Werner Heisenberg enfourcha une bicyclette et traversa le sud de la Bavière, ravagé par la guerre. Les routes étaient encombrées de réfugiés, des débris d'un empire en train de s'écrouler, et à travers tout cela, sa destination était simple et humaine. Il voulait être auprès de sa famille. Il parvint à rejoindre sa femme et ses enfants, mais il n'était là que depuis un jour ou deux, lorsque des soldats américains firent irruption dans sa maison. Au même moment, des hommes de la SS se trouvaient à l'extérieur du bâtiment, toujours loyaux à un régime qui avait pratiquement cessé d'exister. Un échange de tirs éclata pendant quelques minutes chaotiques. La maison de Heisenberg devint un champ de bataille pris entre les derniers soubresauts de l'ancien monde et les exigences du nouveau. Finalement, les Américains dispersèrent les soldats allemands et mirent la main sur Heisenberg. Il dut être arrêté parce que les Alliés redoutaient que les Russes ne l'atteignent les premiers dans la nouvelle réalité géopolitique qui était déjà en train de se dessiner. Un esprit comme celui de Heisenberg constituait un atout stratégique. Il ne pouvait pas être autorisé à tomber aux mains des Soviétiques. Heisenberg et 9 autres scientifiques allemands furent emmenés en Angleterre et emprisonnés dans une maison de campagne appelée Farm Hall. Les conditions étaient, à tous égards, remarquablement confortables pour une détention en temps de guerre. Ils avaient 3 repas par jour. Ils étaient autorisés à jouer aux échecs. Les conditions à Farm Hall étaient assez douillettes en comparaison d'un camp de prisonniers, mais il y avait un secret. Pendant des mois, les captifs ignorèrent complètement que la maison était truffée de micros. Chaque pièce, chaque couloir, chaque conversation informelle au petit déjeuner, chaque dispute animée dans le jardin, chaque confidence murmurée entre anciens collègues, tout était enregistré par les services de renseignement britanniques dans l'espoir de découvrir davantage de secrets sur le programme nucléaire nazi. Des microphones dissimulés captaient les scientifiques débattant de physique, se lamentant sur la guerre et s'inquiétant pour leur avenir. Les transcriptions qui en résultèrent, connues sous le nom de transcription de Farm Hall, ne furent déclassifiées que des décennies plus tard. Lorsqu'elles le furent enfin, elles offrirent une fenêtre extraordinaire sur l'esprit des hommes qui avaient été au cœur de l'effort atomique allemand. Les États-Unis tenaient à savoir exactement où en étaient les Allemands, car c'était, après tout, la motivation américaine pour construire les bombes en premier lieu. Puis vint le 6 août 1945. La nouvelle arriva à Farm Hall qu'une bombe atomique avait été larguée sur Hiroshima. Les officiers de renseignement alliés écoutèrent attentivement la réaction des scientifiques allemands et celle-ci fut inattendue. Ils furent choqués. En réalité, ils furent impressionnés par la réalisation d'une bombe. Certains ne pouvaient pas croire que c'était vrai. D'autres restèrent assis dans un silence stupéfait. Les enregistrements ont capté des disputes, des reproches et une prise de conscience progressive de ce que leur propre travail avait signifié dans le contexte global. Peut-être qu'à ce moment-là, les Allemands ont
soudain réalisé quelque chose qu'ils n'avaient pas pleinement compris auparavant. Ils avaient été en compétition avec les Américains pour construire une arme nucléaire, et ils avaient largement perdu. Les Américains n'avaient pas construit une seule bombe, mais deux. Ils avaient édifié d'énormes complexes industriels. Ils avaient employé plus de 100 000 personnes, et ils avaient fait tout cela en secret. L'effort allemand, en comparaison, n'avait été qu'une note de bas de page pour un homme comme Heisenberg. Et si l'on étudie son parcours, si l'on lit ce que d'autres scientifiques disaient de lui, il était très intelligent. Il était aussi très compétitif, et selon la plupart des témoignages, quelque peu arrogant. Perdre cette course a dû être humiliant. Mais dans les jours qui ont suivi l'annonce d'Hiroshima, quelque chose de plus calculé a commencé à émerger des conversations de Farm Hall. Mais les scientifiques de Farm Hall étaient désormais confrontés à un dilemme bien plus pressant que leur orgueil blessé. Ils avaient travaillé sur une arme de destruction massive pour les auteurs de l'Holocauste. Et maintenant, sous le regard du monde entier, ils devaient protéger leur réputation tant dans leur pays qu'à l'étranger. Ce n'est pas une situation particulièrement confortable. Alors comment gérer cela? On ne peut pas simplement dire que l'on a saboté les travaux. Ce serait trahir l'Allemagne. Et en tant que patriote, Heisenberg refusait d'être considéré comme un traître. Mais on ne peut pas non plus dire, eh bien, nous n'avons tout simplement pas réussi à comprendre. Cela vous fait passer pour incompétent. Face à ces deux options inacceptables, les scientifiques de Farm Hall ont commencé à construire un récit moral, un récit outrancier. Selon la plupart des gens, il se présentait ainsi. On commence par une affirmation exacte. Il n'était pas possible pour l'Allemagne de fabriquer des armes nucléaires pendant la guerre. C'est vrai. Ensuite, on invoque la légende de Copenhague. On dit que l'on s'est rendu au Danemark pour solliciter l'aide de Niels Bohr, afin qu'ensemble, vous puissiez empêcher la création de toutes les armes nucléaires, pas seulement stopper celle de l'Allemagne. Vous vouliez sauver le monde des armes nucléaires dans leur ensemble. Vous transformez l'échec en courage moral. Vous transformez un échec en un noble sacrifice. Ce sont des balivernes complètes. Ils essayaient de sauver leur vie d'après-guerre, et ils y ont remarquablement bien réussi. Le récit s'est imposé, du moins en Allemagne, pendant des décennies. Heisenberg est revenu à la vie universitaire. Il a reconstruit sa carrière. Il a été célébré comme un grand patriote, l'homme qui avait empêché Hitler d'obtenir la bombe. Et du point de vue des intéressés, la beauté de ce récit était qu'il était presque impossible à réfuter. La rencontre de Copenhague était suffisamment ambiguë, les souvenirs de Bohr suffisamment différents et le chaos de la guerre suffisamment opaque pour que l'histoire résiste à l'examen, du moins pendant un temps. Ce qui est vraiment intéressant chez Heisenberg, c'est qu'il a toujours été contraint de se frayer un chemin dans des situations compliquées et qu'il a très bien réussi à ne pas être trop clair ni trop transparent. Certains historiens sont plus indulgents. Ils suggèrent qu'il a simplement perdu et qu'il est bien plus facile d'admettre qu'on était du bon côté en train d'essayer de sauver le monde que d'admettre que l'autre camp a gagné. Après des mois de captivité, les scientifiques furent finalement libérés. Heisenberg retourna à Göttingen, la ville universitaire où, jeune homme, il s'était promené avec Einstein et avait rêvé de percer les secrets de l'univers. Là, avec ses collègues, il rédigea ce qui est devenu connu sous le nom de Manifeste de Göttingen. Ils s'engagèrent à ne plus jamais travailler sur des armes nucléaires. C'était une déclaration puissante. 10 à 8 des principaux physiciens nucléaires allemands annonçaient publiquement qu'ils refuseraient de participer au développement, à la production ou au déploiement d'armes nucléaires. Le manifeste attira l'attention internationale et devint une référence pour le mouvement antinucléaire naissant. Peut-être, enfin, Heisenberg commençait-il à affronter certaines des questions morales qu'il aurait dû soulever pendant son implication dans le projet allemand de bombe atomique. Peut-être que les horreurs d'Hiroshima et de Nagasaki avaient éclairci quelque chose que l'élégance théorique de la physique nucléaire avait obscurci. Peut-être était-il conscient d'avoir contribué à mettre en marche quelque chose de bien plus vaste et bien plus terrible que tout ce qu'il avait imaginé dans cette cave à bière cachée de Hagerlock, car la course à la bombe atomique a profondément façonné l'histoire du monde après la guerre. La bombe n'était pas la fin de quelque chose. C'était le début d'une course à l'élaboration d'armes toujours plus meurtrières sur fond sombre de l'ère atomique. Les États-Unis déclarèrent qu'ils ne souhaitaient pas seulement afficher leur puissance, mais conduire le monde vers une nouvelle ère. L'Union soviétique fit exploser sa propre bombe. En l'espace de 4 ans, la Grande-Bretagne suivit, puis la France, puis la Chine, et la course aux armements s'enfonça dans un cauchemar qui continue de projeter son ombre sur la planète. Jusqu'à aujourd'hui, des familles ont construit des abris anti-atomiques dans leurs jardins. Les écoliers s'exerçaient à se cacher sous leurs pupitres. La doctrine de la destruction mutuelle assurée, la promesse sinistre qu'une attaque nucléaire déclencherait une riposte si dévastatrice que personne ne survivrait, devint le fondement de la sécurité mondiale, et tout a commencé avec une poignée de physiciens et quelques grammes d'uranium. À ce jour, les États-Unis d'Amérique sont le seul pays à avoir utilisé des armes nucléaires en temps de guerre. Mais la menace latente perdure depuis des décennies
à l'échelle du monde entier. L'héritage nucléaire de la Seconde Guerre mondiale est un monde où nous possédons les moyens de détruire l'humanité elle-même. Nous disposons encore de 14 000 armes nucléaires à la surface de la Terre, la plupart entre les mains des États-Unis et de la Russie. Chacune est capable de détruire une ville. Beaucoup sont bien plus puissantes que les bombes larguées sur Hiroshima et Nagasaki. Les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies sont les 5 détenteurs originels de l'arme nucléaire. Ils occupent une position privilégiée dans l'ordre mondial, un privilège littéralement fondé sur la capacité d'anéantissement. Et au-delà de ces 5, d'autres nations ont depuis rejoint le club nucléaire, chacune ajoutant une couche de risque supplémentaire à un équilibre déjà précaire. L'Allemagne n'a jamais développé d'armes atomiques, mais bien qu'il n'ait pas construit un réacteur nucléaire opérationnel à temps pour la guerre, Heisenberg et ses collègues avaient activement participé à faire entrer le monde dans l'ère nucléaire. Sans le projet uranium allemand, il n'y a pas de bombe atomique américaine sans la peur d'une bombe nazie. Il n'y a pas de projet Manhattan sans le projet Manhattan. Il n'y a pas d'Hiroshima sans Hiroshima. Il n'y a pas de course aux armements nucléaires après 1945.